Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'affaire de Lynn Turner. Entre 1990 et 2000, Lynn Turner a eu 2 compagnons qui sont malheureusement morts dans des circonstances très similaires. Est-ce que Lynn Turner a été victime de malchance ou a-t-elle elle-même créé cette étrange coïncidence? Pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Julia Lynn est née le 13 juillet 1968 dans la ville de Marietta, en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été abandonnée à la naissance par sa mère biologique, puis adoptée par la famille Womack. Cependant, alors qu'elle était seulement âgée de 5 ans, les parents adoptifs de Lynn vont divorcer et Helen Womack, sa mère adoptive, va se remarier avec un homme prénommé D.L. Gregory. Et cet événement va venir bouleverser la vie de Lynn qui va mal prendre le divorce de ses parents, mais qui en plus ne va pas du tout s'entendre avec son beau-père. Et sa mésentente avec son beau-père va créer une relation toxique qui va l'amener à avoir une adolescence difficile puisqu'elle va commencer à abuser de substances illicites. Vers la fin de son adolescence, Lynn va être admise à la clinique d'Atlanta afin de pouvoir traiter son addiction à la drogue et elle va bien heureusement réussir à remonter la pente. Dans les années 90, alors que Lynn est âgée de 22 ans, elle obtient son premier emploi et devient opératrice téléphonique pour le numéro d'urgence 911 dans le comté de Cobb, en Géorgie. Et en 1991, Lynn va faire la rencontre de Maurice Glenn Turner. Glenn Turner est un officier de police âgé de 28 ans et il travaille pour le même comté que Lynn. He was actually 1 year younger than me. We were always together. We played together. We partied together. We were very, very close. He was a good older brother. He tried to keep me in the right direction. At times wanted to stray, and he was always there to keep me right. I remember Glenn the first day that I met him at the precinct. I was kind of nervous. I was a brand new rookie, and Glenn was in the squad room, and we got to talking, and I was like, man, he's cool. We ended up being friends ever since then. He was just, as a lot of his friends would describe him, a big teddy bear. Glenn avait beaucoup de succès avec les femmes et même s'il ne sortait pas avec toutes les femmes qu'il fréquentait, il avait un très grand cercle d'amis féminins et il aimait organiser des fêtes et d'ailleurs c'est à une de ces fêtes qu'il a rencontré Lynn pour la première fois. She had long, dark hair. She was slender. She wore, nice makeup. She was a good-looking girl. She wasn't a drop-dead beauty in the face, but she had a really, really nice body. Le coup de foudre entre Lynn et Glenn va pratiquement être immédiat, d'autant plus que les 2 tourtereaux partagent les mêmes centres d'intérêt. Lynn adore les courses de voitures comme Glenn. Ils ont aussi un grand intérêt pour les forces de police, donc Lynn qui, elle, est opératrice téléphonique et Glenn qui est officier de police. Donc voilà, ils ont beaucoup de points en commun qui font que leur relation va fonctionner très très vite, ou en tout cas va démarrer très très vite. Au début de la relation, Lynn va se montrer très généreuse envers Glenn et va le couvrir de cadeaux. Elle va lui acheter par exemple des bottes de cow-boy de luxe ou encore des jantes ultra chères pour pouvoir customiser son pick-up. Les 2 tourtereaux filent le parfait amour et Glenn se dit que c'est le moment de demander Lynn en mariage et le couple va se marier le 21 août 1993 après un petit peu plus d'1 an de relation et ils vont ensuite acheter une maison dans la ville de Marietta. Seulement après 1 an de mariage, Glenn se rend compte qu'il est de moins en moins heureux. Tout simplement parce que Lynn lui porte beaucoup moins d'intérêt et qu'elle est très souvent absente. D'ailleurs, selon la meilleure amie de Lynn, Lynn fréquentait d'autres policiers alors qu'elle était encore mariée à Glenn. De son côté, Glenn se dit que sa vie de célibataire lui manque parce qu'avant de se marier avec Lynn, il sortait beaucoup, il allait boire des verres après le travail, il faisait des activités, il allait au bowling et depuis qu'il s'est marié avec Lynn, il ne faisait rien de tout ça. La famille de Glenn va aussi faire remarquer que Lynn n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer avec sa nouvelle belle famille. They were getting married and she didn't have anything to say to me. And I thought that was very strange because I thought I'm going to be her mother-in-law and she's not going to say anything to me or show me any love or anything. It was hard to accept. Mais aussi qu'elle avait tout fait pour pouvoir éloigner Glenn de sa famille. Glenn était une personne qui prenait souvent des nouvelles de sa mère, qui l'appelait souvent au téléphone, et depuis qu'il était marié avec Lynn, il ne l'appelait plus
où dès que sa mère appelait chez lui pour prendre des nouvelles, il prétextait devoir faire quelque chose d'urgent pour pouvoir raccrocher. Glenn a aussi confié à un de ses amis, Mike Archer, que Lynn ne travaillait pas et qu'elle vivait bien au-dessus de ses moyens, qu'elle n'arrêtait pas de dépenser tout l'argent qu'il y avait sur les cartes de crédit et que Glenn était obligé de travailler limite 7 jours sur 7 pour pouvoir gagner assez d'argent et rembourser les cartes de crédit, mais qu'une fois qu'il remboursait les cartes de crédit, Lynn s'empressait de redépenser tout l'argent qu'il avait réussi à amasser. So what's wrong? He goes, me and Lynn. He said, you know, pretty much I made a bad mistake. I want to go back and have fun again. Donc, fin février 1995, Glenn Turner décide de demander le divorce et commence à mettre en place des démarches afin de pouvoir se séparer de Lynn. Told me that he was definitely going to be leaving Lynn. Knew how much he really loved her, and he was just broken. I felt like she was betraying my brother. Donc il prend toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir vendre la maison et aussi aller s'installer chez son père. Donc Glenn devait encore cohabiter une semaine avec Lynn avant de pouvoir déménager. Sauf que durant cette semaine, donc entre fin février et début mars 1995, Glenn Turner va subitement tomber gravement malade. Glenn était malade au point de ne pas pouvoir se lever pour aller travailler 3 jours de suite. Il était victime de vomissements, de nausées, de déshydratation et de très fortes migraines. Selon Lynn, Glenn était malade au point d'avoir des hallucinations et il n'arrêtait pas de dire à Lynn qu'il pourrait s'envoler si jamais il sautait du balcon de la maison. Pendant qu'il était malade, Glenn a contacté ses proches afin de les tenir au courant de la situation et entre-temps, Lynn s'est occupée de Glenn qui, au bout du 4e jour, commençait à se sentir mieux. Glenn a alors appelé Mike Archer pour lui dire qu'il se sentait mieux et qu'il le tiendrait au courant le lendemain pour savoir s'il serait ou non en état de venir travailler. Seulement, Glenn ne s'est pas senti mieux et le lendemain, donc le 3 mars 1995, on l'a retrouvé mort, étendu sur son lit. La mort soudaine de Glenn va tout d'abord surprendre ses proches, tout simplement parce qu'il était seulement âgé de 31 ans au moment de sa mort et aussi parce qu'il n'avait aucun problème de santé particulier. Mais d'un autre côté, la famille de Glenn va affirmer qu'il avait été très affecté par la séparation avec Lynn et qu'il était d'ailleurs en dépression. Ils se sont alors dit que cette dépression avait sûrement affaibli son système immunitaire, qu'il avait attrapé un virus que son corps n'avait pas pu combattre et que c'est pour ça qu'il était mort. Et d'ailleurs, l'autopsie de Glenn Turner va confirmer qu'il est mort de cause naturelle. Et pour entrer dans les détails de son autopsie, Glenn serait mort d'une hypertrophie du cœur et d'un rythme cardiaque irrégulier. Les funérailles de Glenn Turner ont eu lieu 3 jours après sa mort. Glenn, qui était un officier de police, a bien évidemment eu une cérémonie digne de ce nom. Et pendant cette cérémonie, la famille Turner va remarquer quelque chose d'assez dérangeant. Ils vont constater que Lynn a assisté aux funérailles au fond de l'église et qu'elle discutait avec un autre officier de police. Et bien plus que discuter, elle flirtait même avec cet officier, alors qu'elle était à l'enterrement de son mari. Et seulement quelques jours après l'enterrement de Glenn, Lynn Turner va couper les ponts avec son ex-belle-famille et va déménager dans la ville de Cumming, qui se trouve à 50 minutes de Marietta. Lynn va recommencer une nouvelle vie. Elle va avoir une nouvelle maison, un nouveau travail, donc elle ne sera plus opératrice du 911, mais sera assistante du procureur du district. Et Lynn va également avoir un nouvel homme dans sa vie. Et cet homme se prénomme Randy Thompson. Randy Thompson est un pompier de 25 ans et la relation entre lui et Lynn va très vite évoluer. Et Lynn va reproduire le même schéma de relation qu'avec Glenn, puisque dès le début de la relation, elle va couvrir Randy de cadeaux. Des bottes de luxe, des montres de luxe, des bijoux et même des voyages, puisque le couple va partir en croisière. Et retenez bien que c'est Lynn qui va payer toutes ces folies. Randy et Lynn ne vont pas se marier, mais par contre, ils vont donner naissance à leur premier enfant en 1996 et ils auront un deuxième enfant en 1998. Malgré tous ces heureux événements, la relation du couple va très vite se dégrader. Tout d'abord parce qu'ils vont avoir des problèmes d'argent.
le couple vit largement au-dessus de ses moyens et vont commencer à accumuler d'énormes dettes. À cause de ces problèmes d'argent, le couple va commencer à se disputer sur une base régulière et aussi à se séparer, puis à se remettre ensemble. Ça va être beaucoup à gérer pour Randy, qui ne va plus supporter en fait d'avoir des problèmes d'argent, mais aussi des problèmes de couple. Donc le pauvre Randy va sombrer dans l'alcoolisme et il va même faire une tentative de suicide. C'est après sa tentative de suicide que Randy va finalement ouvrir les yeux sur sa relation avec Lynn et qu'il va se dire c'est trop. Donc il va prendre la décision de se séparer d'elle et à la fin de l'automne 1999, il va quitter le domicile familial et prendre un appartement de son côté. Sauf que Lynn et Randy, qui avaient déjà une relation un peu on and off, donc un coup on est ensemble, un coup on ne l'est plus, ont continué à se voir, déjà pour les enfants, mais aussi ils continuent à entretenir une relation un petit peu romantique. Et le 20 janvier 2001, devinez quoi, Randy va subitement tomber gravement malade. Il va être pris de vomissements, de diarrhée, de forte fièvre, de migraines, de déshydratation, et ça va durer 2 jours jusqu'au 22 janvier 2001 où Randy va être retrouvé mort sur son canapé alors qu'il était seulement âgé de 32 ans. L'autopsie de Randy va révéler qu'il est mort de cause naturelle, d'une hypertrophie du cœur et d'un rythme cardiaque irrégulier. Coïncidence ? Je ne pense pas. Bah oui, parce qu'il faut quand même reconnaître que la mort de Randy Thompson est étrangement similaire à celle de Glenn Turner, qui est survenue 6 ans auparavant. Et en plus, quelles sont les chances pour que 2 hommes qui étaient au début de leur trentaine et qui n'avaient aucun passé médical particulier puissent d'un coup tomber malades et mourir subitement quelques jours après. Il faut quand même noter que même si Randy n'avait jamais eu de problème cardiaque au cours de sa vie, il avait quand même un mini passé médical, on va dire, déjà à cause de son alcoolisme, qui aurait pu fragiliser son état de santé, mais aussi parce qu'il avait précédemment subi une opération durant laquelle il avait attrapé une infection qui aurait pu lui être fatale. Mais depuis, il avait été soigné et il n'avait jamais eu d'autres problèmes. À la mort de Randy, la famille Thompson ne va pas se poser plus de questions que ça. Certes, la mort de Randy va les surprendre un peu, parce qu'il n'avait pas un passé médical qui fait qu'il aurait pu avoir un problème cardiaque. Mais voilà, ils ne vont pas se poser plus de questions. Sauf que Mike Archer, donc l'ami de Glenn Turner, va apprendre la mort de Randy et va aussi apprendre que Lynn était sa compagne. Et il faut savoir que déjà à l'époque de la mort de Glenn Turner, Mike avait de gros soupçons sur Lynn et il pensait qu'elle avait quelque chose à voir avec la mort de son ami. Pour Mike, cette situation est bien trop grosse pour être une simple coïncidence et il va décider de mettre au courant la famille Turner qui n'avait plus de nouvelles de Lynn depuis la mort de Glenn. En apprenant la nouvelle, Kathy Turner va aussi se dire que c'est bien trop gros pour être une simple coïncidence et qu'effectivement son fils est mort de manière très étrange il y a 6 ans. Donc elle va décider de rentrer en contact avec la famille Thompson et d'envoyer une lettre à la mère de Randy Thompson. Dans cette lettre, elle va écrire « Je veux partager mon chagrin dans la perte de votre fils. Mon fils Glenn est mort il y a 6 ans de façon mystérieuse. » La famille Thompson et la famille Turner vont alors décider de se rencontrer pour éclaircir la situation et ils vont se rendre compte, en racontant leur histoire, que les 2 relations étaient étrangement similaires. De son côté, Mike Archer va contacter les enquêteurs qui étaient en charge de l'enquête sur la mort de Glenn Turner pour leur demander de rouvrir le dossier parce qu'il y avait le 2e compagnon de Lynn Turner qui était mort dans d'étranges conditions et dans des conditions similaires à celles de Glenn Turner. Sauf que les enquêteurs ne vont pas avoir de réaction. Ils vont dire à Mike « Oui, t'inquiète pas, on s'occupe du dossier », mais au final, on va lui faire comprendre qu'il regarde peut-être trop de films et que la mort de Randy et de Glenn n'a rien à voir. Sauf que Mike n'est pas fou et l'affaire va connaître un rebondissement quand Jane Hansen, une journaliste d'investigation, va prendre les choses en main. La journaliste va alors enquêter sur la mort de Randy, puis sur la mort de Glenn et va croiser les similitudes. Et elle va venir avec une théorie selon laquelle Glenn et Randy auraient été empoisonnés. Et cette théorie va naître sur une base très concrète. Elle va se baser sur les témoignages des 2 familles, sur les similitudes et aussi sur les symptômes similaires dont ont été victimes Glenn et Randy quelques jours avant de mourir.
La journaliste a ensuite énuméré les symptômes dont avaient été victimes Glenn et Randy, et elle s'est ensuite rendue dans un centre de toxicologie pour demander l'avis à un professionnel. Donc elle a énuméré les symptômes et elle leur a demandé, voilà, 2 personnes différentes ont été victimes des mêmes symptômes, quelle substance aurait pu les causer? Le centre de toxicologie a ensuite rédigé une liste de toutes les substances qui auraient pu causer tout ce genre d'effets, et la journaliste va décider de s'arrêter sur l'éthylène glycol. Selon elle, l'éthylène glycol était le poison qui avait été utilisé pour tuer Glenn et Randy, tout simplement parce que c'était le composant principal de l'antigel et que l'antigel était à la portée de tous puisqu'il était vendu dans le commerce. Elle va également donner d'autres arguments pour appuyer le fait que selon elle, les 2 hommes auraient été empoisonnés à l'antigel. Tout d'abord, elle va affirmer que l'antigel est une substance sans odeur et qu'il est très facile d'en masquer le goût lorsqu'il est mélangé à du sucre. De plus, seule une petite dose suffit pour être mortelle dans le corps humain. Et enfin, les symptômes liés à l'empoisonnement par antigel peuvent être très trompeurs et confondus avec les symptômes d'un virus ou d'une grippe. Après avoir fait toutes ces découvertes, la journaliste va contacter les enquêteurs du GIP et va les convaincre de réouvrir l'enquête sur Glenn et de procéder à une seconde autopsie sur le corps de Randy Thompson. Les enquêteurs vont d'abord commencer avec une nouvelle analyse des tissus sanguins de Randy Thompson. Et ils vont se rendre compte que le technicien de laboratoire avait fait une erreur de calcul lors de la première autopsie. La première autopsie de Randy avait révélé qu'on avait détecté 38 mg d'éthylène glycol par litre de sang dans son corps. Mais ça n'avait pas alarmé les techniciens de laboratoire, tout simplement parce que 38 mg par litre de sang, ce n'est pas une dose mortelle. Sauf que lors de la seconde autopsie, les techniciens se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur de calcul et que ce n'était pas 38 mg, mais 380 mg par litre de sang. Et là, c'est une dose mortelle. Ils vont alors entamer une nouvelle autopsie sur le corps de Randy, et cette fois-ci, ils vont faire des recherches ciblées. Ils vont essayer de détecter la présence d'éthylène glycol dans l'organisme. Et c'est au niveau de ses reins qu'ils vont voir au microscope des cristaux d'oxalate de calcium, qui est une preuve que de l'éthylène glycol a bel et bien été ingéré par l'organisme. Après avoir eu des résultats concluants avec la seconde autopsie de Randy Thompson, les enquêteurs vont décider d'analyser un échantillon qu'ils avaient gardé de Glenn Turner pour cette fois-ci rechercher directement de l'éthylène glycol maintenant qu'ils savaient quoi chercher. Ils vont analyser l'échantillon de rein de Glenn Turner et vont y détecter les mêmes cristaux d'oxalate de calcium que ceux retrouvés dans celui de Randy. Les enquêteurs vont alors prendre la décision de faire exhumer le corps de Glenn Turner 6 ans après sa mort pour procéder à une seconde autopsie complète. Et là, c'est confirmé, on a bel et bien retrouvé des traces d'éthylène glycol dans l'organisme de Glenn Turner. Donc ces 2 nouvelles autopsies ont confirmé que les 2 hommes ont bel et bien été empoisonnés. Mais par qui? Question bête. Le seul dénominateur commun entre Glenn et Randy, c'est Lynn, et du coup elle devient la principale suspecte dans la mort de Glenn et de Randy. Et ces 2 morts qui avaient d'abord été qualifiées de mort naturelle sont requalifiées en homicide. Les enquêteurs décident alors d'appeler Lynn pour la prévenir et lui dire qu'elle va être interrogée sur la mort de ses 2 compagnons, et Lynn ne semble pas être dérangée par l'appel des forces de l'ordre. Hello? Hi, Lynn? Yes. This is Cobb County Police. Yes, sir. Listen, I was wondering if we could get together and maybe for an interview regarding this case that I'm working here. All you'll need to do is call Mr. Banks and set it up. I'll be glad to give you his number. Okay. All right, well, I'll see if I can call him and set it up and try to work something out here. Okay. All right. Thank you. Thank you. Et même si Lynn est la coupable idéale, à ce moment-là, les enquêteurs n'ont pas de preuves directes qui pourraient la lier avec l'empoisonnement des 2 hommes. Pour ça, il leur faut un mobile. Donc ils vont creuser dans la vie de Lynn et ils vont trouver des choses. Les enquêteurs vont trouver 2 mobiles possibles pour lesquels Lynn aurait pu vouloir la mort de Glenn Turner. Tout d'abord, l'argent. Glenn avait une assurance vie qui s'élevait à 150 000 $. Et on a appris que pendant leur lune de miel, Lynn avait demandé à Glenn de changer le bénéficiaire, qui était sa mère, et de la mettre, elle, en bénéficiaire. C'est quand même une démarche un peu chelou en lune de miel. Enfin, en lune de miel, tu penses à tout, sauf à l'assurance vie.
Sauf si t'as des trucs derrière la tête, bien évidemment. Et il ne faut pas oublier que Lynn était très dépensière et que quand elle était avec Glenn, elle n'arrêtait pas de dépenser tout ce qu'il y avait sur les cartes de crédit et qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Donc il en va de soi que recevoir l'argent de l'assurance vie aurait été très bénéfique pour son train de vie. Aussi, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, selon la meilleure amie de Lynn, elle fréquentait d'autres hommes alors qu'elle était encore mariée avec Glenn. Et il semble même que Lynn était d'ailleurs déjà en couple avec Randy alors qu'elle était encore mariée avec Glenn et qu'elle avait dit à Randy et à sa famille qu'elle était veuve alors que Glenn était encore vivant. Donc est-ce que Lynn aurait pu vouloir se débarrasser de Glenn pour être avec Randy et profiter de l'argent ? Probablement. Les enquêteurs vont aussi découvrir qu'en plus de l'argent généré par l'assurance vie de Glenn, Lynn bénéficiait d'une pension mensuelle de $750. Et Lynn recevait cette pension tout simplement parce qu'elle était la veuve d'un officier de police. Donc ça, ce sont les mobiles qui auraient motivé Lynn à tuer Glenn. Du côté de Randy, il s'avère que Randy avait également une assurance vie dont la police d'assurance s'élevait à $250 000. Et qui en était la bénéficiaire ? Lynn. Sauf que ce que Lynn ne savait pas concernant Randy, c'est qu'il n'avait pas fait renouveler sa police d'assurance et que, à sa mort, elle n'allait pas bénéficier de $250 000, mais seulement de $38 000. Et comme ça, Lynn l'ignorait, ça ne l'a pas empêché de tuer Randy. Et on va apprendre que quelques jours avant la mort de Randy, Lynn s'était rendue dans un refuge animalier et qu'elle avait demandé à ce qu'on lui vende le produit utilisé pour euthanasier les animaux. Pour essayer de justifier cet achat, Lynn avait prétexté avoir des animaux errants devant chez elle et vouloir s'en débarrasser. Bien heureusement, le refuge a refusé de lui vendre le produit. She had asked me, could anybody get it? Was it easy to get a hold of? And I told her no, it was a controlled substance. Donc ça, si c'est pas une preuve évidente qu'elle avait vraiment l'intention de tuer, je ne sais pas. Un autre détail aussi que j'ai oublié de mentionner, mais concernant la mort de Glenn, c'est que lorsque les enquêteurs ont réouvert le dossier, ils ont revu les photos de la scène, parce que forcément, même si c'est une mort naturelle, ils ont dû prendre des photos, etc. pour l'enquête, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une photo d'une bouteille d'antigel qui se trouvait dans le garage de Glenn et Lynn. La question qui subsiste, c'est comment Lynn s'y est pris pour empoisonner les deux hommes. Tout simplement en empoisonnant leur nourriture. Je vous rappelle que Lynn vivait encore avec Glenn, même s'ils étaient en train de se séparer, donc elle avait accès à la nourriture de Glenn, et que c'était d'ailleurs elle qui lui préparait sa nourriture. Et du côté de Randy, pareil, ils continuaient à se voir, et Lynn préparait à manger, peut-être pour faire genre, regardez, je prends soin de vous, etc., etc. Et puis, même si c'est une ex ou c'est une personne avec qui tu te sépares, tu te dis pas forcément, non, je mange pas sa nourriture parce qu'elle va m'empoisonner. Enfin, personne ne pense à ça. Après cette vidéo, peut-être que vous y penserez, mais en tout cas, de base, personne n'y pense. Grâce à toutes ces preuves, Lynn va enfin pouvoir être arrêtée et répondre de ses actes devant un tribunal. Elle va d'abord être arrêtée le 1er novembre 2001 pour le meurtre de Glenn Turner. Le procureur a d'abord décidé de la faire arrêter pour le meurtre de Glenn Turner, tout simplement parce que c'est un meurtre sur un policier et qu'il serait beaucoup plus facile de la faire condamner là-dessus. Cependant, coup de théâtre, et malgré le fait d'être accusée d'un homicide volontaire sur un officier de police, Lynn va ressortir libre et libérée sous caution en l'attente de son procès. Le procès de Lynn Turner a commencé en 2004 et elle était, vraiment très détendue lors de son procès. Elle s'y riait beaucoup, elle faisait des blagues et riait avec ses avocats. Et ça a beaucoup agacé la famille Turner. Normal. Lynn était aussi très confiante sur le fait qu'elle allait être acquittée du meurtre de Glenn Turner. Lynn came by and I said to her, whatever happens today, whatever the jury comes back with, and she cut me off and said, I'm going to be acquitted. She was very confident that they were going to find her not guilty. Seulement, heureusement que parfois la justice est très bien faite et après 5 heures de délibération, le jury a déclaré Lynn Turner coupable d'homicide volontaire pour le meurtre de Glenn Turner. Et elle a été condamnée à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 14 ans. 3 ans plus tard, donc en 2007, a eu lieu le procès pour la mort de Randy Thompson. Et cette fois-ci, le jury devait décider si Lynn devait ou non avoir
la peine de mort. Finalement, le jury a épargné Lynn Turner et ne l'a pas condamnée à la peine de mort, mais à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, Lynn Turner est restée sans émotion. Lorsqu'on a annoncé sa condamnation pour le meurtre de Glenn, elle a juste retiré ses boucles d'oreilles, mais elle n'a pas dit un seul mot. Et pour la condamnation de Randy, là aussi, aucune réaction de sa part. Et d'après plusieurs spécialistes, la réaction de Lynn au procès en dit long sur sa personnalité. Selon plusieurs psychiatres, Lynn aurait été une sociopathe qui voulait avoir et toujours garder le contrôle. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit sans réaction et sans émotion au moment du verdict prouve qu'elle essaie justement de contrôler et qu'elle ne veut pas donner en fait certaines satisfactions en montrant de l'émotion. Les spécialistes vont affirmer que l'argent n'était pas le seul mobile qui a motivé Lynn à tuer Glenn et Randy, mais qu'il y avait aussi son besoin de contrôle, parce que à chaque fois qu'elle passait à l'acte, c'était au moment où on allait la quitter. C'est vrai qu'elle a tué Glenn au moment où il allait divorcer et qu'il allait retourner vivre chez son père. Et pareil pour Randy, elle l'a tué au moment où il s'était déjà séparé d'elle. Donc selon les spécialistes, elle n'acceptait pas d'être quittée et elle préférait tuer ses compagnons pour pouvoir garder le contrôle. Donc Lynn Turner a été emprisonnée à partir de 2004 et c'est sa mère qui a eu la garde des 2 enfants qu'elle a eus avec Randy. Mais au mois d'août 2010, Lynn Turner a été retrouvée morte dans sa cellule et elle aurait été victime d'une overdose médicamenteuse. Et personne n'est capable de confirmer si cette overdose était ou non un suicide. Lynn recevait une dose quotidienne de médicaments pour traiter son hypertension et il paraît qu'elle aurait gardé les médicaments qu'on lui donnait au lieu de les prendre tous les jours, qu'elle les aurait cachés et qu'elle aurait fini par avaler tous les médicaments qu'elle avait accumulés. Il y a des personnes qui disent que oui, effectivement, elle s'est suicidée pour pouvoir garder le contrôle et qu'elle n'avait pas accepté la peine de prison à vie sans possibilité de libération. Et d'autres personnes disent que non, justement, qu'elle avait un caractère à toujours vouloir garder le contrôle, mais dans le sens de se dire non, il est impensable que je reste enfermée, donc je vais faire appel et je vais sortir de prison. Et effectivement, elle avait fait un recours en appel pour son procès qui avait été rejeté. Donc, est-ce que finalement, elle avait vraiment perdu espoir et qu'elle s'est suicidée, ou est-ce qu'elle s'est juste dit, non, en fait, il n'est pas question qu'on me garde, moi, emprisonnée, je décide de ce que je fais de ma vie, donc je me suicide. À vos claviers, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à débattre sur Lynn. Est-ce que c'est bien une veuve noire? Débattre sur sa personnalité. Est-ce que pour vous, elle s'est ou non suicidée? Pour vous donner mon avis, pour moi, elle s'est suicidée parce qu'elle voulait garder le contrôle. Peut-être que vous pensez autre chose. N'hésitez pas à m'en parler. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!